Bien, on va pouvoir reprendre notre journée. Vous assistez aussi à la première table ronde, peut-être journée de table ronde, qui finira à l'heure, ce qui est quand même une sorte d'exploit dans le monde des tables rondes. Et on vous propose même de modifier, pour rendre la chose un peu plus vivante, le live qui était prévu à 17h15 et d'en faire plutôt un temps d'échange direct, un temps de questions-réponses un peu plus élargi avec les intervenants qui sont ici et les associations présentes. Donc on pourra rester simplement dans cette pièce-là et l'avancer et profiter d'un peu plus de temps. Merci à nos intervenantes, intervenants d'être avec nous sur cette dernière table ronde sur la gestion de la douleur. Nous avons Anna Bensoussan, je ne vous représente pas, si quand même vous êtes psychologue et professeur de yoga, on va pouvoir en parler autour de cette table ronde. Nous avons le plaisir aussi également d'accueillir, hop, j'ai pas les bonnes fiches, c'est pas grave, Bertie Flory, je le fais dans le sens inverse, patiente experte, et vous avez écrit un livre justement sur le sujet, je m'en sors comme ça. Madame Christine Triboulet, effectivement, vous êtes ostéopathe et kinésithérapeute, mais également cofondatrice de l'association Endozen, et le docteur qui est avec nous, médecin généraliste, Mounir Slama, qui est avec nous. De la même manière que sur les précédentes tables rondes, est-ce que vous voulez bien tous vous présenter de manière un peu plus longue sur votre parcours et un petit peu ce qui vous a amené à travailler sur l'endométriose ou à œuvrer pour les patientes. Docteur. Donc, je m'appelle Mounir Slama, je suis médecin généraliste et je travaille en région lyonnaise. Donc, comme mon métier le dit, je traite en fait plusieurs motifs donc de médecine générale. J'ai été amené à découvrir en fait l'endométriose, malheureusement pas de par mon métier, mais de par le biais de l'art et du cinéma. J'ai rencontré une comédienne et scénariste qui souffre d'endométriose et avec qui j'ai beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup aidé, donc je la nomme, c'est Johanna Tixier, voilà, comédienne et scénariste. Et j'ai été très peu formé à cette pathologie, l'endométriose. En fait, on ne nous en parle pas beaucoup dans notre cursus. Et du coup, je me suis vraiment engouffré là-dedans pour essayer de réaliser le film qu'elle a écrit et pour parler de ces violences gynécologiques, de cette maladie. Et c'est de cette façon, en fait, que maintenant, je prends beaucoup plus en considération et je suis beaucoup plus sensibilisé à ce type de problématique. Donc c'est par ce biais-là que je suis présent ici, mais surtout aussi pour parler de la douleur. Donc que ce soit dans le cadre de l'endométriose ou dans d'autres maladies chroniques qui sont responsables de douleurs très invalidantes sur le plan fonctionnel. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous, Bertie Flory, je suis patiente, experte, patiente, partenaire, ça dépend un peu qui dit l'expression et de quoi on parle. J'ai été diagnostiquée d'endométriose en 2016, j'avais 30 ans, de manière complètement fortuite lors d'une grossesse extra-utérine. Ça faisait depuis l'âge de 11 ans que j'avais des douleurs invalidantes et j'avais des douleurs très importante en allant à la selle, en fait, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc moi, je m'en doutais, mais j'avais eu aucun diagnostic. Et puis, le diagnostic est arrivé lors de la grossesse extra-utérine. Et comme je désirais un bébé, je ne pouvais pas prendre de traitement. Je ne voulais pas passer par la chirurgie parce que j'avais une lésion sur le rectum. Et du coup, j'ai cherché des solutions non médicamenteuses et non chirurgicales pour soulager les symptômes que j'avais, notamment les douleurs et puis les troubles digestifs. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus de symptômes, j'ai encore un peu de fatigue, mais j'ai plus de symptômes, j'ai plus de douleurs, j'ai quasiment plus de troubles digestifs. Et je partage tout ça, notamment dans mon livre qui s'appelle Endométriose, prendre le dessus sur la maladie, sur les réseaux sociaux aussi, à travers un compte qui s'appelle Endolistique. Et puis, j'interviens à l'hôpital dans un parcours d'éducation thérapeutique à Montpellier avec l'association Endozen. J'interviendrai en septembre dans la formation des futurs kinésithérapeutes à Montpellier. J'interviens aussi dans des conférences de sensibilisation d'entreprise. J'ai écrit des articles de blog. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites casquettes de sensibilisation. Et voilà, et mon souhait, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des femmes. Et j'ai une vision très intégrative de la santé où pour moi, c'est hyper important d'associer la médecine conventionnelle et tous les soins de support qui peuvent aider les femmes. Et voilà, les recettes sont différentes, on va en parler après. Mais pour moi, c'est vraiment important de pouvoir associer les deux et de ne pas faire l'un ou l'autre, mais vraiment les deux ensemble.
Bonjour, donc je suis Christine Triboulet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et par mon parcours professionnel, j'étais amenée à accueillir des patientes qui souffraient d'endométriose, dont une en particulier qui m'a embarquée dans le projet de l'éducation thérapeutique au CHU. Donc on a créé ce programme avec Endo France aussi. Au détour de ces ateliers, on s'est quand même rendu compte que c'était primordial d'informer les patients, de leur donner des solutions, de les faire se rencontrer aussi, rencontrer des professionnels bienveillants qui connaissaient l'endométriose, mais que après le TP, souvent, elles ne savaient pas vers qui se tourner et que souvent aussi le problème de l'argent était un frein. Et donc on a eu l'idée à la veille du confinement en 2020 de créer Endozen. Donc on a eu un peu de temps pour on a eu 2 mois pour appeler tout le monde. Moi je faisais 2 mois au téléphone et donc on a créé cette association qui regroupe des patientes, des conjointes et des professionnels qui s'engagent à se former ou à être formés et à pratiquer des tarifs solidaires. Donc actuellement, en 2023, on était plus de 140 adhérents. Hier, on était déjà 90 pour 2024. On essaye vraiment de faire se rencontrer les patientes parce que pouvoir parler du vécu et entre patientes et avec des professionnels, ça aide aussi dans la prise en charge de la douleur. Se sentir moins seul, avoir des noms de personnes, parce qu'il ne s'agit pas de dire aller chez le psy, aller chez l'ostéo, aller voir un kinésio, mais vers qui se tourner. Donc voilà, c'était le projet d'Endozen et donc on est une bonne partie des pros participent régulièrement au programme de TP et on est certains aussi à avoir intégré la filière en Occitanie qui se met en place et pour laquelle voilà, on a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait partie des mots d'ordre du jour, mais c'est plutôt une bonne chose. Anna Bensoussan. Du coup, je vais me présenter autrement que tout à l'heure par rapport plutôt à mon parcours avec l'endométriose. Du coup, je suis Anna Bensoussan, je suis psychologue clinicienne et professeure de yoga. Je fais du yoga adapté à l'endométriose et je suis aussi patiente. Et j'ai eu un parcours similaire à toi, Bertie, quand j'ai été diagnostiquée en 2016, j'ai tenté la pilule en continu et j'ai pas réussi. Enfin, ça m'a rendue très malade. Et du coup, j'ai depuis cherché beaucoup de solutions alternatives. Et ça tombait en même temps que ma formation de prof de yoga. Et du coup, en fait, j'ai cherché comment le yoga pouvait m'aider à soulager mes douleurs et mes autres symptômes. Et j'ai écrit mon mémoire de fin d'études à l'école des profs. C'est une école en 4 ans sur le yoga pour l'endométriose et sur comment accompagner les personnes qui ont de l'endométriose avec le yoga. Et en fait, c'est des accompagnements qui parlent de yoga, mais qui parlent aussi de toutes les autres choses qui aident à soulager, la nutrition, la réduction du stress, et puis aussi beaucoup de questions de comment changer le rapport qu'on a avec soi-même. Et voilà. Merci beaucoup, parfait. Si on y va de manière un petit peu par étapes, Bertie, vous, en tant que patiente, rétrospectivement, la douleur, comment vous l'abordiez ? Avant le diagnostic, après le diagnostic, c'est quoi ? C'est la peur, l'inconnu, l'injustice ? Qu'est-ce que vous ressentez après ces années ? Vous dites que maintenant ça va mieux, en tout cas en grande partie. De manière rétrospective, c'est quoi ces années-là ? Avant le diagnostic, c'est normal. C'est ça qui fait peur un peu parce que c'était... en fait, moi, j'ai eu mes premières règles, ça a été douloureux tout de suite. Ma maman m'a dit, écoute, tu prends un Doliprane, un Spasfon, et puis c'est comme ça, c'est la condition de la femme, quoi. Et donc, je serrais beaucoup les dents. Et en fait, pour moi, c'était normal. Après, j'ai eu, avant le diagnostic, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un traitement hormonal parce que j'avais des règles très, très abondantes. Donc, ça m'a beaucoup soulagée. En fait, j'avais quasiment plus de saignements, plus de douleurs, etc. Les problèmes sont revenus en fanfare quand j'ai arrêté au moment où j'ai voulu concevoir notre premier bébé. Donc, c'était normal, en fait. Et c'était un peu une honte aussi, très tabou, etc. Je me souviens que dans mes premiers postes professionnels, j'en parlais pas. Moi, j'avais beaucoup de douleurs digestives qui pouvaient me faire avoir des envies impérieuses en plein milieu d'une réunion, sortir de la réunion,
sans pouvoir expliquer ce qui se passe, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Et voilà, donc normal, je me posais pas beaucoup de questions, et en fait, c'est quand les douleurs en allant à la selle sont devenues vraiment intolérables, au sens où, en fait, j'ai l'impression que j'avais des coups de couteau qui me traversaient le rectum, en fait, quand j'allais aux toilettes. Je me dis, c'est quand même hyper étonnant, cette histoire. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Bon, j'ai fait comme, je pense, 3/4 d'entre nous, hein. J'ai tapé sur Google, hein, parce que j'avais pas de réponse du médecin. Et je vois que ça peut être lié à des lésions d'endométriose sur le rectum. Et là, j'ai fait l'autruche. Parce que je me suis dit, oh là là, j'ai déjà du mal à avoir un bébé, ça fait déjà 2 ans et demi que j'attends, il ne faut pas que j'ai de l'endométriose en plus, parce que ça va être impossible. Ce qui ne changeait rien au problème, bien entendu, mais ça fait partie du parcours d'acceptation avec la maladie. Voilà, donc un peu le parcours jusque-là, enfin jusqu'au diagnostic, quoi. Merci beaucoup. Docteur Slama, sur le côté médical, on avait des professionnels de santé avec nous ce matin. On leur demandait comment on est formé à l'endométriose. La réponse était on n'est pas formé, d'une manière générale. On l'est récemment, mais d'une certaine manière. Vous-même, dans votre parcours, quelle information vous aviez, et notamment sur la douleur en soi. Et puis après, une question beaucoup plus générale, compliquée. Quand on est médecin généraliste, on fait quoi face à la douleur? Comment on l'accueille, comment on l'écoute et comment on y répond? On a depuis ce matin beaucoup de témoignages de gens qui nous disent mon professionnel de santé me dit c'est somatique, c'est dans votre tête, c'est stéréotypé parfois. Donc, par rapport à la formation médicale, effectivement, c'est un peu, c'est très pauvre, hein, par rapport à ce qu'on nous apprend vis-à-vis de l'endométriose, sachant que une femme sur 10 est atteinte d'endométriose aujourd'hui, sans parler de celles qui ne sont pas diagnostiquées, hein. Donc forcément, ce n'est pas rare comme maladie, alors que c'est traité dans nos collèges, dans nos cours, comme si c'était une maladie anecdotique, une maladie rare. Une maladie qu'un médecin généraliste n'est pas censé connaître, n'est pas censé maîtriser dans sa pratique quotidienne. C'est valable pour beaucoup d'autres pathologies, hein, pas que l'endométriose. Mais l'endométriose particulièrement touche quand même 50% de la population, parce que ce sont toutes des femmes. Donc oui, effectivement, sur ce que vous soulevez, c'est très pertinent. Et donc forcément, si on n'a pas cette curiosité d'aller chercher un petit peu, se renseigner, malheureusement, quelques professionnels de santé peuvent être malheureusement dépassés. Et du coup, pour faire le lien avec la deuxième question, effectivement, face à un professionnel de santé qui dit c'est dans votre tête, c'est somatique, je pense que la solution, déjà, c'est d'établir un lien de communication avec la patiente, ou le patient, hein, bien sûr, et de dire qu'on ne sait pas. Déjà, dans un premier temps, c'est pas mal. Déjà, de dire, moi, par exemple, je ne fais pas de gynécologie parce que je ne suis pas compétent dans ce domaine-là en particulier. D'accord ? C'est-à-dire l'examen gynécologique, l'examen clinique. Il ne faut pas s'improviser apprenti sorcier. Ça ne s'apprend pas. Moi, donc, je propose des noms, et c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure, allez voir un psychologue. Non, c'est important de proposer des adresses, de proposer des gens de confiance. Il y a par exemple des sites internet qui référencent des professionnels, par exemple, qu'on appelle Transgently, par exemple, pour les gens qui veulent, par exemple, mettre en place une opération de changement de sexe, par exemple. C'est très difficile pour ces personnes-là de se faire entendre, d'expliquer aussi leurs besoins. Et il y a des professionnels de santé qui savent faire, qui sont compétents et qui sont formés. D'accord ? Donc c'est bien de pouvoir faire ça. Et quand on ne sait pas faire quelque chose, on dit « désolé, je ne sais pas le faire » et orienter les gens, que de simplement dire c'est dans votre tête, etc. Mais ça vient un peu du statut tout-puissant de la médecine et le côté perpendiculaire aussi de la relation médecin-malade. C'est-à-dire le médecin, c'est le sachant, il ou elle sait, et c'est perpendiculaire. Je pense qu'il faut plus horizontaliser la relation entre les gens et les professionnels et transférer la responsabilité, entre autres, sur le patient et l'aider, faire plutôt du coaching, de l'accompagnement par rapport à l'état de santé et pas simplement être dans une relation « je ne sais pas, il faut m'expliquer ». Donc, il faut plus horizontaliser les choses. Voilà, pour répondre de façon assez précise à votre question, pour appréhender la douleur, je pense qu'il faut l'appréhender dans un accompagnement pluridisciplinaire qui permet d'intégrer plusieurs professions, pas que le médecin généraliste, mais s'aider de tous les acteurs et actrices
du secteur. Moi, je travaille dans l'Ain, par exemple, au nord de la région lyonnaise. Je sais qu'il y a des structures spécialisées avec des psychologues, un centre antidouleur, par exemple, à Croix-Rousse, qui m'aide énormément avec des patientes et des patients qui ont des problématiques de douleurs chroniques. Et déjà, pour moi, ça, c'est une première étape pour traiter la douleur. Donc, moi, j'essaie de l'appréhender dans ce sens. Quand je ne connais pas une pathologie, je vais me renseigner en fait. Je dis aux gens, laissez-moi du temps, je vais faire mes investigations, je vais lire des trucs parce que j'ai les connaissances pour interpréter les données scientifiques. Et voilà, je pense de cette façon, on crée un vrai lien de confiance avec les gens et ils se disent, bon voilà, il ne va pas me dire des cracks, quoi. Il ne faut pas absolument répondre tout de suite, quoi. Si on dit quelque chose, on sait de quoi on parle et voilà. Donc on pourrait penser, parce que c'est parfois le cas, l'assurance maladie, l'ARS adresse beaucoup de supports de prévention, plus ou moins bien faits. On sait que les médecins, notamment généralistes, sont abreuvés de ces informations, qu'ils n'ont pas le temps forcément d'y aller. Et qu'en revanche, une constitution d'un réseau médical, paramédical, quand on est médecin généraliste, donc un petit peu ce pivot, c'est quoi? C'est de la bonne volonté, on cherche dans les anciens camarades d'eux, on écoute les patients aussi en disant j'ai rencontré un gynéco, une gynéco formidable. On fait comment ce réseau? Je ne sais plus qui m'a dit ça dans mes vieux souvenirs, mais je me rappelle que la première source de connaissance de la médecine, c'est le patient ou la patiente. C'est ça le plus important en fait, c'est pas les bouquins. J'ai lu plein de choses dans les bouquins et je reçois beaucoup d'étudiants au cabinet. Je leur dis, ouais, dans le bouquin, c'est écrit comme ça, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et je pense qu'il faut faire confiance aux gens, tout simplement. Il ne s'agit pas de mettre en doute les gens ce qu'ils ressentent. En fait, on ne peut pas ressentir ce que ressentent les gens. On peut pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'utérus. Je ne peux pas comprendre ce que c'est un couteau qui me traverse les entrailles. Et Johanna, elle m'a parlé de ça dans le script du film que j'ai réalisé avec elle. Elle a métaphorisé la douleur. Elle parlait de pommes de pin qui lui traversaient les entrailles. Elle parlait de ronces. Elle utilisait beaucoup de métaphores végétales par rapport à ce qui est épineux, ce qui est douloureux, ce qui cisaille. Donc un jargon quand même extrêmement violent qui rappelle un peu le bloc opératoire. Et personne ne se fait opérer à vif, quoi. Donc ces questionnements-là m'ont très très vite touché effectivement. Et pour répondre, je m'égare un peu, hein, mais pour répondre à votre question, on est abreuvé d'informations, certes, mais l'endométriose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est traité comme une maladie anecdotique. C'est ça le problème en fait. Donc les informations se perdent en fait dans le flot des choses. Donc oui, l'ARS il nous envoie des trucs, mais entre deux nouveaux vaccins de je sais pas quoi, enfin. C'est pas assez pris au sérieux par rapport, je pense, à l'incidence de cette maladie qui touche quand même énormément de femmes. Et c'est une maladie qui manque de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur le plan politique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans la politique, mais je pense qu'il faut toucher les politiques, hein. Avant, les médecins, enfin, bien sûr, ils ont un rôle. Je pense qu'il faut que des élus se saisissent du projet et qu'ils investissent de l'argent pour en parler, pour expliquer. On a bien payé une campagne incroyable pour parler du Beyfortus pour la bronchiolite, alors qu'on ne l'a même pas, le vaccin. Voilà, on nous disait prescrivez du Beyfortus, et les gens ils me disent on n'a pas en pharmacie. Bon, dommage quand même, parce que ça coûte cher une campagne publicitaire. Enfin voilà, mais c'est un exemple, hein, comme parmi tant d'autres. Tous les hivers, on découvre les épidémies de bronchiolite. Voilà, entre autres. Tout le monde s'en étonne en disant mon Dieu, ça arrive. Sur le côté professionnel de santé, Christine Triboulet, le rôle dans la détection, on n'est pas encore dans la gestion de la douleur, de l'ostéo ou du kiné. Est-ce que les kinés, les ostéos sont formés à détecter ou à écouter en soi? Normalement, on est censé être formé à écouter. Après, on nous a tellement dit à l'école de kiné qu'on n'avait pas le droit de poser des diagnostics, donc du coup, il y a beaucoup de prudence de la part des kinés. Mais être capable quand on connaît la pathologie et qu'on a des patients qui nous décrivent certains symptômes, il faut laisser les petites lumières s'allumer. Et j'en parlais ce matin, où je disais, quand une patiente qui va avoir une douleur d'épaule à chaque fois qu'elle a ses règles, ou qui a une lombalgie, une recrudescence à lombalgie à chaque fois qu'elle a ses règles, ou des troubles digestifs, parce qu'il y a des troubles digestifs, des problèmes urinaires qui vont être récurrents et surtout cycliques, ça peut interpeller. Et donc le rôle des kinés ou des ostéos, c'est aussi de dire, en fait, moi, quand je vous entends,
j'ai envie de vous conseiller peut-être de consulter, parce que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à quelque chose qui serait lié à votre cycle, peut-être. Alors, prononcer le mot d'endométriose, c'est compliqué parce que, moi, je le fais, mais c'est un risque parfois parce que ça peut ne pas être ça aussi. Ça peut être autre chose. Hein. Il y a d'autres symptômes, il y a d'autres maladies qui peuvent donner des douleurs pelviennes, mais en tout cas, dire, attends, voilà, allez voir telle personne en consultation et expliquez-lui ça, et puis je donne des infos. Après, les patientes, elles sont toutes expertes. Hein. Elles savent, hein, elles vont chercher, quand elles ont des choses qui les interrogent, elles vont chercher les infos et elles en savent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elles pourraient donner des cours à la fac de médecine, d'ailleurs. Ouais. Mais donc, voilà, il faut être interpellé par des signes. Dans la relation, on se nourrit. Hein. C'est vrai que le professionnel de santé, comme vous le disiez, effectivement, se nourrit aussi de son expérience. Sur le côté psychologue, encore une fois, Anna Bensoussan, comment on déconstruit un petit peu cette image de « je suis une femme, c'est normal que je souffre ». On me l'a dit, on me l'a toujours répété. Comment est-ce qu'on intervient un petit peu sur ce ressenti de la douleur dans la parole ? L'intervention en psychologie, ça se systématise pas trop. Moi, quand quelqu'un m'apporte ça en séance, je vais plutôt aller chercher d'où vient le message, comment ça s'est imprégné dans la personne, quel impact ça a sur elle. Donc, j'ai pas de réponse systématique. Parce que le systématique, c'est plutôt du côté du politique, c'est du côté de l'information, de diffuser la parole de tous les comptes qu'on a sur Internet, etc. En psycho, ce que je vais faire, c'est plutôt accompagner la personne pour comprendre quelle place a cette information dans sa vie et est-ce qu'elle lui sert encore, en fait, parce que c'est souvent non, mais en fait, parfois, il y a des choses qui nous sont néfastes et qu'on n'est pas encore prêt à lâcher. Et ça, c'est un parcours qu'on fait petit à petit, quoi. Je voulais dire un truc par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, qu'en psycho, on parle beaucoup des concepts qu'on apprend et du fait que la rencontre clinique, c'est la ruine du concept. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui manque en médecine. C'est qu'en psycho, on est prêt, on sait que nos catégories nosographiques, elles n'existent pas dans la nature. C'est vraiment juste des catégories. Et on sait que quand on va rencontrer une personne, on va rencontrer une personne et pas une pathologie. Et j'ai l'impression qu'en médecine, on oublie beaucoup ça. Bon, aussi parce qu'il y a des choses matérielles qu'on va chercher dans le corps physiquement et que c'est un petit peu moins impalpable. Mais que du coup, on a tendance à vouloir mettre la personne dans sa catégorie plutôt que de vraiment rencontrer la mixture de catégories qui vont correspondre à la personne, quoi. Je n'ai pas répondu à la question, je crois. Si, c'est très bien aussi. Et vous leur avez posé une bonne question, mais sur laquelle, effectivement, la réponse n'est pas évidente. Moi, j'aimerais aussi un tout petit peu, on parle de douleur, gestion de la douleur, et il y a aussi une autre forme de douleur en soi, qui est la fatigue, quand on parle effectivement avec des patientes, et peut-être vous, Bertie, vous pouvez nous témoigner, nous parler. C'est pareil, c'est pas normal pour les gens d'être tout le temps fatigués. On l'entend, mais tu es toujours crevé, va te reposer une demi-heure, ça ira mieux après. Cette gestion de cette autre forme de douleur, qui est la fatigue en soi, dans votre quotidien, comment vous pouviez l'affronter ? On va dire que je l'affronte encore aujourd'hui parce que mais bon, je fais énormément de choses aussi, donc je n'arrive pas trop à savoir quelle est la part de quoi. Mais en fait, globalement, je me couche toujours super tôt déjà, mais ça suffit pas. Et bien souvent, en fait, il faut choisir ses combats. Il y a une métaphore qui est beaucoup utilisée par les femmes qui ont de l'endométriose qui s'appelle la théorie des cuillères, où en gros, on démarre la journée avec un stock d'énergie beaucoup plus faible que la majorité des gens. Et aléatoire en plus. Et aléatoire en plus, oui, d'un matin sur l'autre, tout à fait. Et disons que la majorité des gens a 10 cuillères le matin, nous, on va se lever avec 3. Et quand on se lève avec 3, et que dans la journée, il y a un rendez-vous médical, le boulot, les enfants et un dîner avec des copains, je les mets où les cuillères, comment je les répartis, sachant qu'il y a des activités qui peuvent... Et là encore, je ne mets pas prendre une douche, faire ses courses, se préparer à manger, qui sont des activités qui prennent aussi beaucoup d'énergie, qui sont indispensables. Comment je répartis mes cuillères dans la journée, à quoi il va falloir que je renonce, parce que c'est aussi ça. Là, je pense à Pauline, avec qui j'ai fait le DU éducation thérapeutique l'année dernière, qui a suivi les cours en distanciel parce qu'elle ne pouvait pas venir, à la fois à la cause des douleurs et de la fatigue. Donc c'est renoncer, c'est essayer de se faire comprendre, de trouver des adaptations. C'est aussi devoir se justifier à certains moments, et on n'a pas envie de se justifier quand on a une maladie chronique, c'est compliqué.
Voilà, les amis comprennent pas, on se dit, nous on a un peu honte, on se dit du coup si c'est la 3e fois que je refuse, est-ce que ensuite les copains ils vont encore me reproposer, voilà, je suis pas dispo, j'arrive pas à m'occuper de mes enfants, il y a de la culpabilité, enfin c'est tous ces sentiments que Anna doit régulièrement travailler avec les personnes qu'elle accompagne, qui se mélangent en nous et qui sont en plus des symptômes physiques qui constituent une galaxie qui s'ajoute aux symptômes physiques et qui sont difficiles à gérer aussi au quotidien, quoi. Merci beaucoup. Avant de glisser justement sur les solutions de gestion à la douleur, docteur, avec vous, en quelques mots, quelques présentations, qu'est-ce qu'on donne en première attention, ou même un peu plus loin, jusqu'où on va dans l'arsenal thérapeutique pour la gestion de la douleur? Alors, il y a énormément de cas, effectivement, mais les grandes catégories où on y va. Et puis, au final, on parlera un petit peu justement du suivi des traitements aussi. C'est assez intéressant. Et voilà, tous les alternements qu'on peut avoir face à ça. C'est une question très difficile. Mais si je devais simplifier au maximum, déjà, il faut qu'on différencie l'aigu du chronique. Déjà. Effectivement, dans la pathologie aiguë, c'est-à-dire je me casse une jambe, donc on va à l'hôpital, on vous pose souvent la question de 0 à 1, vous avez mal à de 0 à 10, vous avez mal à combien? Déjà, c'est pas très bien posé comme une question parce que les gens ils savent pas ce que c'est le 10. 10 c'est quoi en fait? Donc 10 c'est la pire douleur qu'on a jamais ressentie dans notre vie. Ça on le dit pas aux urgences, les gens du coup ils comprennent pas. Du coup ils disent tout le temps ouais, je suis à 12, 13. Bon, on m'a dit c'est un membre arraché et je n'ai jamais eu personnellement de membre arraché, donc j'avais trouvé la chose un peu étonnante. Donc ouais, si on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Donc c'est souvent la douleur, la pire douleur qu'on ait vécue dans notre vie. Donc le côté aigu, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc dans l'aspect chronique, comment je gère la douleur, je vais voir comment les gens vivent la douleur. En fait, avant de décider de quoi que ce soit, je pense que c'est important d'évaluer l'impact psychologique et fonctionnel d'une pathologie chronique chez quelqu'un. De comment est vécue cette douleur. Parce que parfois, une toute petite douleur, un 2 sur 10, voilà, pour schématiser, ça peut très vite devenir un 5, 6 sur 10 si ça dure toute la journée. Et surtout qu'il y a un aspect de seuil de douleur qui peut très très vite diminuer. C'est-à-dire une douleur qui vient de façon intense, mais très sporadique dans la journée, ne sera pas vécue de la même façon qu'une douleur qui est constante sur la journée. Donc il y a un aspect où la douleur peut s'installer comme un cercle vicieux. Et très souvent, ça s'installe comme un cercle vicieux. Ce n'est pas aussi schématique qu'un 2 sur 10, un 3 sur 10 ou un 7 sur 10. C'est ça le problème, c'est qu'on utilise des mots, on utilise des outils qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité de la douleur et à comment les gens traversent et vivent la douleur. La douleur est une expérience, est une interprétation cérébrale en fait. Et c'est ça la petite nuance qui rend les choses extrêmement difficiles pour évaluer la douleur et la traiter. Donc moi, même le Doliprane, je ne le donne pas. Parce que les gens, je leur pose la question, je dis, est-ce qu'elle est supportable, cette douleur? Comment vous la vivez? Bon, après, moi, j'ai déjà vécu une sciatique, j'en ai pleuré de douleur. Maintenant, quand je vois un patient avec une sciatique, j'ai tendance à très vite dégainer la morphine, par exemple. Mais si j'avais eu des douleurs utérines, peut-être que je dégainerais beaucoup plus facilement la morphine. Vous voyez, donc c'est comme vous disiez, Madame Bensoussan, ou Anna, si je peux me permettre, c'est une rencontre, quoi. C'est une rencontre clinique. C'est ça qui est difficile aussi. Il faut passer la main. Parfois, quand on ne comprend pas la douleur d'un patient ou qu'on ressent on n'arrive pas à traiter les gens, il faut les orienter ailleurs. Il ne faut pas s'acharner. C'est comme une relation humaine ou amoureuse. Quand ça ne passe pas, ça ne marche pas. Mais par contre, on a une responsabilité, bien sûr, de permettre la continuité des soins pour les gens. Donc il n'y a pas de recette en fait. Je ne dis pas, il y a un arsenal thérapeutique, il y a 15 000 molécules différentes pour 15 000 douleurs différentes. Je ne vais pas faire un exposé scientifique aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire dans ma pratique de tous les jours, c'est d'évaluer la douleur des gens, de me dire, OK, quel est l'impact fonctionnel dans leur vie de tous les jours? Est-ce que ça les empêche de fonctionner? Est-ce que la fatigue les empêche de se doucher? La douleur, est-ce que ça c'est important? Une douleur, par exemple, qui nous empêche de travailler, par exemple. Bien sûr, il y a différentes pénibilités en fonction des différents métiers. Donc, en fonction de tous ces paramètres, on prend des décisions ensemble avec le patient. Donc, moi, je peux proposer des choses et ils me disent bah, « non, ça m'endort trop, par exemple. Je préfère subir la douleur que être endormi au volant ou endormi en présence des enfants parce que moi, je suis auxiliaire puéricultrice et je ne peux pas me permettre que mon état de concentration soit altéré. »
Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut se poser. C'est pas aussi simple qu'écrire une ordonnance avec un truc, c'est de la morphine, c'est de l'opium, voilà, ciao, au revoir, quoi. C'est plus compliqué que ça. Donc il faut évaluer socialement les gens, ce qu'ils font comme métier. S'ils sont chauffeurs de poids lourds, bah, déjà là, il y a des contre-indications carrément professionnelles ou d'expertise, hein, de conduite d'engin. Donc ouais, c'est une décision commune, collaborative entre le médecin et le patient, et c'est pas le médecin qui dégaine un arsenal, genre voilà, j'ai le fusil, le bazooka et le tank, quoi. C'est plus compliqué que ça, je pense. Ouais. Et je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, c'est que tout à l'heure, j'ai pas parlé la fatigue. Il y a la fatigue qui est liée à l'endométriose, au corps qui lutte contre les lésions en permanence, mais il y a la fatigue qui est liée aux douleurs, parce que les douleurs, elles épuisent. C'est hyper dur de vivre la douleur au quotidien. Les douleurs, elles épuisent. Il y a tous les rendez-vous qu'on va avoir qui épuisent aussi. Il y a l'anxiété liée au développement de la maladie. Est-ce que la maladie va se développer, et le stress et toutes ces pensées en permanence qui fatiguent aussi. Donc il y a plein de facteurs qui jouent sur la fatigue chronique, et les traitements aussi, parce que les traitements, que ce soit les traitements antidouleurs ou les traitements hormonaux, tout ça vont jouer aussi sur la fatigue. Et donc il y a plein de petits leviers. On parlera peut-être solutions après, mais il y a plein de petits leviers qu'on peut actionner pour essayer de réduire cette fatigue. Et en fait, potentiellement, la sieste, clairement, c'est pas la solution. Enfin, ça peut être une partie de la solution, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut activer. Oui, c'est pas une simple sieste et ça repart pour autant, on casse le cycle. Justement, vous, peut-être, si vous pouvez illustrer sur les traitements que vous avez connus, est-ce que vous avez connu beaucoup de traitements? Et la question aussi, est-ce qu'à certains moments, vous vous avez dit, j'en ai marre, j'arrête ce traitement? C'est le cas souvent dans les maladies chroniques, où on se dit, j'en ai marre. Il y a ce côté très injuste de prendre à vie un traitement, surtout quand on est jeune, se dire, j'arrête. Au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Ou au contraire, d'avoir un traitement qui marche bien les 2 premiers mois, voilà, et puis on y met beaucoup d'espoir, et ça ne va plus du tout le 3e mois, parce que c'est une maladie qui est évolutive et sur laquelle on tâtonne beaucoup. Vous, votre expérience là-dessus? Alors mon expérience du traitement, en fait, j'avais des traitements jusqu'avant le diagnostic. Quand j'ai eu le diagnostic, en fait, je venais de faire une grossesse extra-utérine, et je voulais encore un bébé. Donc on m'a dit, vous prenez la pilule pour l'endométriose. Je dis, non, je veux pas de pilule. En fait, je suis là pour une grossesse. Je veux continuer à essayer d'avoir un bébé, quoi. C'est pas possible. Ah bon, ok. C'est quoi la solution que vous me proposez pour la douleur? À part les traitements très très forts, donc vous mentionnez, etc. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais essayer de trouver des solutions par moi-même. Et du coup, j'ai beaucoup cherché. Alors, il y a 8 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas EndoBloom, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai lu beaucoup de choses aux États-Unis, en Australie, et j'ai la chance de pouvoir lire l'anglais, de comprendre bien l'anglais. Et j'ai découvert que, par exemple, l'alimentation, l'ostéopathie, la kiné, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, tout ça pouvait agir sur les douleurs. Et donc, je me suis mise à fond là-dedans. Donc les traitements, en fait, j'en ai pas pris à ce moment-là. Et en fait, j'en prends toujours pas, parce que je gère hyper bien la douleur avec ces solutions non médicamenteuses. Et j'ai la chance, je ne sais pas trop comment le formuler, parce que je pense qu'il y a une partie de chance et il y a une partie de... ça fonctionne aussi sur l'évolution de la maladie, parce que la maladie, chez moi, a énormément régressé, en fait. Je suis partie d'une endométriose très profonde, avec des lésions sur les ovaires, dans le cul-de-sac de Douglas, sur les ligaments utérosacrés, sur le rectum, et avec des IRM très fréquents, etc., à aujourd'hui une endométriose superficielle. Et la radiologue qui me suit m'a dit, c'est plus la peine de faire des IRM, maintenant on fait des échographies. Et elle m'a dit, comment vous avez fait, etc. Quel traitement vous avez pris? Je suis désolée, docteur, je n'ai pas pris de traitement. Voilà. Alors après, c'est pas un conseil que je donne, parce que chaque endométriose est différente et il y a des parcours complètement différents. Il y a des femmes qui vont absolument avoir besoin d'un traitement. Voilà. Mais en tout cas, moi, voilà. Et puis de toute façon, à l'époque, tout ce qui était espace-fond et tout ça, ça ne marchait pas avant mon diagnostic. La seule chose qui marchait, c'était, je ne sais pas si on a le droit de citer des noms de médicaments, mais voilà, l'Antadis. Je ne suis pas payé par un laboratoire, on peut y aller. L'Antadis qui marchait très bien. Mais voilà, moi je crois que pour améliorer sa qualité de vie, moi j'étais prête à tout essayer en fait. Donc voilà, sur les traitements, je ne peux pas vous donner beaucoup plus de... Bien sûr. Par rapport à la fatigue du traitement, moi j'inclus aussi tout ça là-dedans. Je fais aussi du coup sans pilule, sans médicaments en ce moment. Ça m'est arrivé d'en prendre, mais parfois j'en ai marre des compléments alimentaires, j'en ai marre d'aller chez la kiné 2 fois par semaine, d'aller chez l'ostéo tous les mois, etc. Et j'ai eu de la chance parce que je bosse en visio, et moi le froid impacte beaucoup mes douleurs. Et du coup cette année j'ai passé 2 mois à Marseille pour éviter le froid de l'hiver parisien.
Et j'ai passé 2 mois du coup sans soignant, sans aucun soignant. Et c'était incroyable. Vraiment, j'avais l'impression d'être en vacances de ma maladie, alors que j'allais chez la kiné 2 fois par semaine et tout. Et aussi parce que j'ai presque plus de symptômes non plus. C'est vrai que ça peut beaucoup aider, toutes les alternatives non médicamenteuses, ça aide parfois. Et du coup, c'est un privilège de ne pas avoir besoin de la kiné, de ne pas avoir besoin du TENS, etc. Mais c'est vrai que ça fait des vacances, quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que par rapport à ce que tu décris, c'est que tu sais ce qui déclenche tes douleurs, tu as vachement investigué, appris, et c'est quelque chose que je décris beaucoup dans mon livre, sur mon compte sur les réseaux sociaux et tout ça, en disant en fait, mieux on va connaître son corps, mieux on va connaître ce qui peut déclencher les crises, ce qui peut déclencher les douleurs, et c'est un travail de fourmi parce que ça demande d'enquêter au quotidien, etc. Mais voilà, du coup, en fait, c'est un vrai choix, ça demande vraiment beaucoup d'investissement. Mais du coup, pendant 2 mois, t'as pas eu de crise et tu savais qu'en fait, le froid déclenche les douleurs. Et voilà. Et j'ai accompagné une femme qui, elle, a compris a posteriori que c'était en ayant trop envie de faire pipi. Elle m'a dit, en fait, quand j'ai la vessie trop pleine, ça me déclenche une crise. Mais elle l'a appris un peu à ses dépens parce qu'elle a eu une crise. Elle me dit, c'est bizarre, l'alimentation, c'était parfait, etc. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et donc, je lui ai fait enquêter sur sa journée. Et elle me dit, mais le seul truc que je vois, c'est que j'avais la vessie trop pleine. Je lui dis, ça t'est déjà arrivé? Et elle me dit oui. Et donc, en fait, c'est apprendre à connaître son corps, apprendre à savoir ce qui peut déclencher la crise. Alors, effectivement, ça demande d'adapter son quotidien. Ça peut être un peu pénible. Voilà. Parce qu'adapter son alimentation, se dire qu'on ne peut pas partir en pique-nique parce que sinon, il n'y a pas de toilette à côté et tout, ça peut être compliqué. Mais ça peut aussi soulager le quotidien. Donc, voilà. En effet, être en vacances de sa maladie, je le comprends complètement. Mais voilà, c'est des choix un peu à faire au quotidien. C'est pas forcément évident, mais ça peut faire beaucoup de bien, quoi. Et c'est vrai que c'est différent de juste lâcher l'accompagnement thérapeutique et d'être arrivé à un point où on a cette espèce de danse permanente avec son corps, en fait. Moi, je pense que c'est aussi parce que je travaille chez moi, parce que dès que je sens que je suis un peu tendue, je me fais du yoga qui est toujours présent, de pouvoir aller aux toilettes quand on veut, etc. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir adapter à ce point-là. Depuis ce matin, on a des choses qui reviennent et qui sont assez fortes. On a la présence du tissu associatif qui fait véritablement bouger les choses, le fait de verbaliser, d'en parler, et vous l'avez tous dit sur toutes les tables rondes, le recours à du non médical, de l'alternatif, on peut appeler ça comme on veut, le yoga, le paramédical avec l'ostéo, la médecine chinoise, on a entendu énormément de choses comme ça qu'on n'entend pas forcément dans tous les traitements, en tout cas, même s'il y a certaines évidences. Peut-être vous tous, sur vos expériences que vous avez dans la gestion, que ce soit le yoga, que ce soit la nutrition, on parle beaucoup d'alimentation, le rôle là-dessus. Quels conseils déjà pourriez donner un petit peu à l'auditoire pour bien se positionner sur la chose, c'est-à-dire pas non plus faire tout et n'importe quoi, et on le redit, c'est venu aussi souvent, on trouve plein de choses très très bien sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi des choses absolument aberrantes. Comment bien se repérer, comment bien se conseiller? En fait, je pense que déjà la première chose, c'est qu'il faut pas vouloir tout faire en même temps. On voit parfois des patientes qui vont, par exemple, qui ont un jour de repos dans la semaine et qui vont chez le kiné, chez le réflexologue, chez l'acupuncteur, chez le psy. Donc, en matière de bénéfices, ça n'a pas de sens. Donc, il y a toute une éducation déjà à faire là-dessus. C'est prendre conscience que chaque consultation, c'est de l'énergie, que ce sont des informations que le corps doit intégrer et qu'il faut laisser du temps. Il ne faut pas cumuler. On dit souvent que trop d'infos tue l'info, mais en matière de soins, c'est exactement la même chose, voire ça peut être délétère. Moi, une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quand même en parlant de douleur, on parle beaucoup d'évaluation de la douleur. Il existe des échelles de douleur chronique qui prennent en compte toutes les conséquences de la douleur sur la vie quotidienne. Que ce soit la fatigue, l'altération du sommeil, l'empêchement de faire des activités. Donc ça, c'est intéressant parce que ça replace aussi, quand on donne ces échelles aux patientes, elles arrivent beaucoup mieux à évaluer en fait leur douleur. Et l'autre chose aussi sur la douleur, c'est quand une patiente qui a de l'endométriose dit « je n'ai pas mal », en fait, c'est pas vrai. En fait, elle a mal, mais comme elle a tout le temps mal, elle n'a pas plus mal que d'habitude, donc je n'ai pas mal. Et ça pose problème, on en parlait tout à l'heure
en aparté dans aussi les examens médicaux, c'est-à-dire que quand un gynécologue va tester la douleur, par exemple dans un examen interne sur une patiente, il ne faut pas hésiter à dire oui, j'ai mal. C'est pas ah non, j'ai pas plus mal que d'habitude. Il faut vraiment aller le dire, parce que ça aussi, ça fait partie de ne pas la minorer. Une douleur, c'est une douleur, et elle est là, et même si vous avez l'impression qu'elle n'est pas plus forte, mais il faut quand même dire qu'elle est là. Enfin, pour moi, c'est important. Je voulais préciser ça sur la douleur. Docteur, vous voulez peut-être... Et voilà, mais ça, c'est difficile parce qu'il faut déconstruire. Parce que comme Madame Berti-Flory a dit que c'était normal pour elle avant. C'est ça qui est compliqué. Le travail des professionnels, de santé ou de tous les thérapeutes qui peuvent accompagner les patientes, c'est être suffisamment formé et informé sur la douleur pour dire bon, on va reparler douleur voilà, est-ce que vous avez une gêne, est-ce que il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, et pour quelles raisons? C'est pas toujours la fatigue. C'est bah oui, voilà, je peux pas vraiment m'asseoir parce que j'ai mal au dos. Bon, c'est une douleur, mais c'est pas la normalité. Enfin, du coup, on n'est pas au niveau zéro. Effectivement, il faut aller faire ces investigations. J'ai eu un patient qui avait un hypospadias, c'est-à-dire que son urètre il sortait au milieu de son pénis et pas au bout du pénis, et il me disait qu'il pissait normalement. Et il a fallu que j'aille le voir faire pour me rendre compte que c'était pas normal. Mais vu que personne n'a regardé son zizi, et du coup pour lui c'est normal, tout le monde fait comme ça. Et c'est ça qui est compliqué. L'interrogatoire parfois ne suffit pas. Enfin, l'interrogatoire, c'est un mot très moche quand même, hein. On dirait un interrogatoire policier. Mais c'est de creuser, ouais. C'est de poser les questions autrement. Et les échelles dont vous parlez, c'est super intéressant parce que ça permet de créer quelque chose d'assez standardisé, d'assez clair, et qui pose les questions d'une façon que parfois le soignant, donc voilà, elle dit j'ai pas mal, je note dans le dossier, elle a pas mal, 0, alors que si, il y a quand même de la douleur. Mais c'est pas facile en tant que soignant, franchement, c'est difficile à chercher ce genre de choses. Vraiment, on n'a pas la même fraîcheur à 19h qu'à 8h du mat. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec votre médecin, allez-y à 9h du mat, je vous le conseille, hein. Voilà, c'est vraiment par expérience, parce qu'à 19h, on ne réfléchit pas de la même façon, on n'a pas la même, on a engrangé beaucoup de bagages émotionnels, hein. Donc bon, voilà, hein. Petite astuce, mais c'est pas évident. Vraiment, c'est difficile à rechercher, et il faut avoir cette conscience de chercher ça, quoi. On le disait ce matin, et aussi dans l'énoncé des douleurs, ou en tout cas des symptômes, même parfois à un professionnel de santé, il y a effectivement une forme de hiérarchisation que le patient fait, qui n'est pas la même que le professionnel de santé interprète. Il va peut-être lui rebondir sur certaines choses, mais pas du tout entendre ce que le patient veut dire, ou par pudeur du patient qui ne veut pas parler, par exemple, de choses intimes, ou directement. Donc, le discours, la relation entre le patient et le professionnel de santé est aussi à travailler. C'est là qu'il faut avoir toute une petite checklist de questions, et quand on pose une première fois la question et on sent qu'il y a un truc derrière, et revenir par une autre porte, reposer la question, aller jusqu'au bout en fait, pour creuser, pour voir si notre intuition est bonne ou mauvaise en fait mais effectivement il y a de la pudeur, il y a parfois de la honte, parfois non, mais en fait c'est pas un problème. Enfin, comment ça se passe au niveau digestif par exemple? Tout va bien, d'accord. Est-ce que vous avez souvent le ventre qui gonfle? Oui, enfin normal, ok. Est-ce que vous sentez un peu gêné ici après un repas? Oui, comme tout le monde. Ok. Sur le plan du transit, ça va? Oui, ça va bien, d'accord. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Est-ce que vous avez de la diarrhée parfois? Est-ce que ça alterne? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous avez des douleurs? Voilà. Et en fait, faut tourner autour. Faut vraiment tourner autour. Voilà, c'est un exemple sur le plan digestif, mais il faut avoir moi, j'ai des petites checklists là, et je lâche rien. Enfin, surtout sur les premiers rendez-vous, en fait, où il faut apprendre à connaître les patients, que le patient aussi il apprenne à nous connaître, et savoir que de toute façon, l'inspecteur Gadget est là, donc et créer ce climat de confiance pour que les choses puissent se dire aussi. Est-ce qu'on ne parle pas plus facilement à un kiné ou un ostéo dans l'absolu qu'à un médecin généraliste sur lequel parfois il y a une forme de relation un petit peu descendante qui s'installe, voulue ou non voulue? Est-ce que
Voilà, on avait ce matin une pharmacienne qui était aussi dans un rôle de proximité. Est-ce que vous ressentez, vous, un besoin des patientes de pouvoir parler ? Oui, mais à condition aussi de leur laisser l'espace. C'est-à-dire que si on va chez un kiné voilà, il y a une ordonnance et tout, qui va faire son travail, mais qui ne va pas plus s'interroger sur la façon dont il ou elle va toucher cette patiente, comment le fait de poser sa main, c'est reçu, comment voilà, écouter aussi un peu ce que la patiente dit ou dit pas, comment elle se comporte, comment elle va s'installer sur une table. Et en fait, cette relation d'alliance thérapeutique, elle se fait en fonction de ce que le thérapeute va permettre aussi de faire. Si on est là en sachant, en se positionnant en tant que sachant, il ne va rien se passer en fait. On va appliquer des techniques. Tu parlais tout à l'heure, tu dis qu'il n'y a pas de systématique, mais en kiné, en ostéo, on ne devrait pas en avoir non plus. Et parfois, ça se fait en fait. Donc voilà, c'est cette relation, cette écoute, elle devrait se faire. Mais comme dans les études de médecine, en fait. Il y a quand même un peu plus de temps dans une séance d'ostéopathie. Il y a quand même un peu plus de temps que dans une séance, dans un rendez-vous de médecin. Oui, ça dure 1 heure, voilà. Oui. Donc, il y a aussi ça qui joue un peu, je pense. Et après, ça dépend de la relation qu'on a avec le médecin généraliste aussi. La répétition aussi, c'est-à-dire que pour le coup, le kiné ou l'ostéo, on va le voir de manière un peu plus régulière pour autre chose. Il y a peut-être cette facilité aussi. Puis en ostéo, on prend globalement, on s'occupe globalement des patients. Parce que quand on va chez le médecin ou chez le kiné, on y va avec une plainte ou 2 ou 3, mais il n'y a pas tout le temps cette vision globale. Alors que chez l'ostéo, c'est la base de notre pratique. J'ai l'impression aussi qu'il y a une approche de son propre corps différente quand on est chez l'ostéo, le kiné ou quand on est chez le médecin. Parce que chez le médecin, on est en général assis en face et on parle et c'est plutôt du côté de l'intellect. Alors que quand on est chez le kiné, chez l'ostéo, on va bouger, on va s'allonger et on se retrouve dans le corps quand même plus... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'arriver chez la kiné, de dire tout va bien, sincèrement, de vraiment le croire et de m'allonger et de faire « Ah non, j'ai super mal en fait ». Mais parce que je n'avais pas fait attention avant de me connecter à mon corps, quoi. Je suis en train de me faire presser par les équipes là-dessus, mais je voudrais vraiment qu'on aborde la question de l'alimentation, afin d'éviter que toutes les personnes qui nous écoutent, notamment sur Internet, et qui prennent ces informations, se ruent sur un mauvais blog ou Instagram et tentent tel régime. Ils trouvent, comme souvent sur les régimes, une solution à court terme, et puis au final, les choses reviennent, et puis on tâtonne, et puis on finit par laisser tomber. C'est quoi la bonne démarche, peut-être Bertie, pour se renseigner intelligemment sur le rôle, l'impact de l'alimentation ? Pour moi, il y a 2 pistes. Il y a consulter un diététicien nutritionniste qui connaît la maladie, qui sait accompagner correctement. Ça, c'est si on a du temps et un budget. Et si on veut le faire tout de suite, qu'on n'a pas beaucoup de budget, etc., c'est commander le livre de Fabien Piasco sur l'alimentation anti-endométriose, qui est pour moi la référence sur l'alimentation pour l'endométriose, qui est sourcée avec des études scientifiques sur toutes les pistes qu'il donne, les recommandations qu'il donne. Il y a des menus, il y a donc pour moi, c'est la chose la plus facile à faire, c'est acheter ce livre-là, le lire. Et sinon, c'est se faire accompagner par un ou une diététicien nutritionniste qui connaît la maladie et qui saura accompagner correctement, quoi. Anna, peut-être Oui, mais c'est aussi par rapport à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, de pas tout tenter tout le temps. J'ai l'impression que c'est important d'avoir en tête qu'il y a des grands axes à travailler, de réduire l'inflammation par l'alimentation, de bouger, et de diminuer la douleur et de diminuer le stress en gros et d'améliorer la relation qu'on a à soi, et qu'il y a plein de façons de faire chacune de ces choses-là et qu'il n'y a pas besoin de tout tenter. Typiquement, moi je dis souvent à mes patients ou à mes élèves, vous n'avez pas besoin de faire du yoga. Moi je suis contente de faire du yoga avec vous, mais il y a plein d'autres options. La kiné, ça fait bouger aussi, l'ostéo, ça fait bouger aussi. Et pour l'alimentation, de trouver une source fiable comme Fabien Piasco ou une nutritionniste et de tenter quelques petites choses en fait. Parce que souvent on a tendance à tomber, et ça c'est un des risques psy je pense des questions d'alimentation anti-inflammatoire, soit dans le désespoir et on fait rien parce que ça paraît trop énorme, soit dans une espèce d'orthorexie, de tentation à faire tout parfaitement
Et ça peut amener à des questions de troubles du comportement alimentaire parce qu'on se surveille trop précisément, on essaye de tout restreindre tout le temps. Et ça ôte parfois en santé mentale ce que ça apporte en santé physique, quoi. Et donc c'est surtout faire attention à y aller tranquillement, quoi, et à pas se priver, parce que la maladie peut déjà priver en soi, et que l'alimentation c'est une source de joie, et que la joie c'est aussi anti-inflammatoire, quoi. Il faut s'en rappeler. Et qu'on ne parle pas suffisamment, moi je trouve, de l'impact du système nerveux sur la maladie. On parle beaucoup du système digestif, de l'alimentation, de tout ce qui est mécanique avec l'ostéo, la kiné, le yoga, etc. On parle système immunitaire, tout ça, mais en fait, le système nerveux, il a un impact énorme en fait sur les douleurs, justement, sur notre ressenti des douleurs, parce que en fait, quand on est stressé, quand on angoisse de la douleur, parce qu'on sait que les règles arrivent, qu'on va avoir mal, et ben on a encore plus mal. Il y a des études qui ont montré que la peur de la douleur augmente la douleur. Donc il y a pas mal de choses à déconstruire, vous le disiez, et à travailler là-dessus. Et bien souvent, moi j'ai plein de femmes qui viennent à moi en me disant ah mais je comprends pas, je fais du yoga, je mange anti-inflammatoire, je vais voir mon ostéo, je fais ci, je fais ça. Je dis mais est-ce que tu as travaillé sur ton système nerveux? Est-ce que tu es en permanence stressé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu régules ton système nerveux? Et voilà, est-ce que tu travailles sur tes traumas? Parce que ça va jouer aussi, hein. Il y a une étude qui a été faite sur une énorme cohorte d'infirmières aux États-Unis sur une dizaine d'années qui montre que des traumas physiques ou émotionnels dans l'enfance peuvent avoir un impact sur l'expression et le développement de l'endométriose. Donc c'est un truc qu'on néglige souvent. Moi, j'ai négligé au début de mon parcours et tout ça, mais qui est vraiment important, d'où l'importance du suivi psy, de la sophro, de l'hypnose si on est réceptif à l'hypnose, tout en étant dans le main de professionnels de confiance, recommandés et tout ça, parce qu'il peut y avoir facilement des dérives, donc il faut faire très attention. Mais tout ça, c'est des choses qui se mettent en place dans les parcours d'éducation thérapeutique à l'hôpital, même si ce n'est pas dans les recommandations de l'HAS, parce que dans les recommandations de l'HAS, les 3 pratiques, acupuncture, ostéopathie, j'oublie toujours la 3e, et yoga, non. Si, yoga, voilà. Mais en fait, non, yoga, ouais. Et ça permet de... en fait, il y en a d'autres qui peuvent être utiles, mais il faut le faire avec des professionnels qui sont suffisamment formés, qui sont recommandés, etc., pour pas tomber dans des trucs un peu bizarres, quoi. Et voilà, justement, en vous présentant, Anna, vous parliez de yoga adapté à l'endométriose. Encore une fois, le conseil d'éviter d'aller faire le yoga dans la salle de sport, voilà, par un maître yogi formé très rapidement. C'est quoi la différence? Comment on peut y accéder? Enfin, voilà. Et puis après, une question un peu plus large et un petit peu pour tout le monde aussi, le rapport au sport, puisque sport et santé, on en parle. Quand on a de l'endométriose, avec bien sûr tous les cas de figure différents, c'est quoi le rapport au sport? Et puis voilà, rappelez aussi ce message que vous êtes en train de dire, c'est que la lutte contre la maladie, c'est une course de fond, c'est pas un sprint, hein, comme on dit souvent. Donc s'agencer, la place du yoga, du sport. Alors déjà, juste le mouvement en général, ça permet de limiter l'impact des adhérences, quoi. Enfin, ça permet de retrouver ou de conserver la mobilité du bassin, du dos, etc. Et on en a besoin pour... ça diminue l'impact des douleurs, quoi. Enfin, ça diminue l'impact des symptômes et les douleurs. Après, c'est pas forcément facile de trouver des endroits où on peut faire ces pratiques-là, parce que dans un cours classique, va y avoir souvent un programme préétabli et pas beaucoup d'adaptation. Il y a un vrai problème de formation des profs de yoga. Vous disiez former rapidement. La formation la plus commune, elle est en 200 heures. Ça se fait en 1 mois. C'est terrible. Moi, je trouve ça très malheureux. J'ai fait la formation en 1 mois il y a très longtemps en Inde, et en commençant à enseigner, j'ai vu tout de suite que c'était pas assez. J'ai fait une formation en 4 ans, et je pense que on sait qu'il faut faire ça, parce que si on voyait des kinés formés en 1 mois, on n'irait pas chez eux, quoi. Et pourtant, on va avoir des profs de yoga. Donc c'est important déjà de poser la question de la formation du prof, qu'il y ait déjà un certain bagage en anatomie minimum, et en adaptation. C'est ça aussi qu'on apprend en 4 ans, c'est on apprend à adapter à différents types de corps et différents types d'expériences. Et après, qu'est-ce qui fait que c'est adapté à l'endométriose? En vérité,
c'est du yoga où moi, en tout cas, quand les cours que je propose, j'ai rien inventé. J'ai juste fait des espèces de packs de pratiques qui vont soulager certaines tensions à certains endroits. Pour les douleurs lombaires et sciatiques, par exemple, c'est assez facile. On sait ce qui aide comme mobilité pour diminuer les douleurs, c'est les abdos, c'est les étirements du pyramidal, etc. Pour les douleurs digestives, il va y avoir des étirements du ventre, des torsions, etc. En fait, c'est des groupes de pratiques qui soulagent différents types de symptômes. Et puis, c'est ensuite une attention à l'idée des douleurs, à l'idée de la fatigue, et de savoir que les personnes en face, elles ont besoin d'adaptation. Et du coup, dans les cours, moi, j'ai tendance à proposer plusieurs versions de chaque posture, quoi. Les postures, elle peut se faire allongée, elle peut se faire sur chaise, elle peut se faire debout, elle peut se faire avec des coussins, avec la bouillotte, etc. L'idée, c'est de pouvoir pratiquer là où on en est. Et le yoga, ça a l'avantage d'avoir une philosophie derrière, qui est la philosophie de la non-performance, quoi. On pratique avec le corps qu'on a et dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et voilà, après, ça n'a pas besoin d'être le yoga. C'est vraiment juste quelqu'un qui est bien formé à l'anatomie et qui a une écoute du corps de chacune, quoi. Justement, vous parliez de gestion de la performance qu'on associe très souvent au sport. Est-ce qu'on peut faire du sport en soi et comment on approche le sport? On peut faire du bien, mais ça peut être aussi terrible, mal fait à outrance. Oui, en fait, il y a des études qui ont montré qu'un sport trop intensif peut être contre-productif parce qu'il va être générateur d'inflammation. Et quand on sait que l'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire, ça peut super soulager sur le moment, mais ça peut avoir un effet un peu à retardement. Et donc, ça peut être... En fait, l'idée, c'est que chacune trouve son équilibre entre un sport qui aide à se défouler, à se détendre, à se vider la tête, parce que c'est aussi ça, et un sport qui va faire du bien au corps, un sport qui va permettre d'ouvrir le bassin, d'assouplir au niveau du bassin, un sport qui va permettre de se détendre, un sport qui va permettre de travailler sur la respiration aussi, parce que la respiration, c'est un mécanisme qui est hyper important. Les ostéos, Christine pourra en parler, mais on s'aperçoit que les femmes qui ont de l'endo, et moi la première, hein, j'ai un diaphragme qui est souvent très contracté, qui ne permet pas suffisamment d'aller masser les organes digestifs et les organes gynéco. Donc la respiration, un sport qui permet de bien respirer, d'apprendre à respirer correctement, c'est vraiment important. Un sport qui va préserver le périnée aussi, parce que le périnée joue un rôle énorme dans le soutien des organes gynéco et dans la génération des douleurs potentiellement. Donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte, mais après, c'est devenir un expert et choisir le bon sport qui va bien, c'est pas forcément évident. Donc il faut aussi prendre du plaisir, et on parle encore de système nerveux. Le sport voilà. qui fait plaisir, en fait, parce que l'idée, c'est de libérer des endorphines aussi, au-delà de retrouver de la mobilité. Et donc, si on fait un sport sous contrainte, en disant, bon, faut que j'aille faire du yoga, ou faut que j'aille à mon cours de pilates, ou faut que j'aille faire ci et ça, mais qu'on y va sans plaisir et en se disant, bon, vivement que ce soit terminé, l'effet est complètement inversé. On se retrouve dans une position de stress. Et comme tu disais tout à l'heure, le stress, c'est générateur d'inflammation. Et quand on a mal, on est déjà toujours en posture. Alors moi, j'emploie toujours le terme de un peu suricate, posture un peu comme ça, mais parce que il y a une espèce d'hyper-vigilance à la douleur. Donc, il y a une tension permanente dans le corps. Donc, si pendant la pratique d'un sport ou d'une activité qui est censée nous faire du bien, on se retrouve dans une situation de stress, ça n'a pas de sens. Une des choses que j'accentue le plus dans mes cours, c'est vraiment d'inciter les personnes à écouter leurs sensations, à aller vers là où ça fait du bien. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, la pratique corporelle, c'est un moment où on peut retrouver du plaisir quand on a un rapport au corps qui est très souvent ancré sur la douleur. On peut retrouver du plaisir et on peut retrouver de la puissance quand on a un rapport qui est plutôt ancré sur l'impuissance. Et l'idée de ne pas faire trop de sport, mais quand même faire un sport où on sent qu'on va plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer, sans aller trop loin, et qu'on se découvre plus fort, plus forte que ce qu'on pensait, sans se faire violence. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la différence entre les gens qui commencent tout juste le yoga et les gens qui en ont fait depuis un temps, ou en tout cas qui en ont fait parmi mes élèves. C'est que ceux qui commencent, ils ont tendance à se forcer et du coup à se blesser. Et c'est ceux à qui je répète en boucle, surtout tu t'écoutes et tu vas pas trop loin. Et ceux qui en font depuis plus longtemps, au final, ils font des postures beaucoup moins impressionnantes. Moi, j'ai une pratique qui est pas du tout impressionnante parce que j'ai tous les coussins, j'ai toutes les sangles, j'ai la chaise, j'ai la couverture, parce que j'ai appris à adapter à mon corps du moment, quoi. Et du coup à trouver du plaisir dans la pratique, quoi.
Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions dans la salle. Monsieur ? Oui. Depuis le début de la journée, on n'a pas parlé des opérations chirurgicales qui peuvent aller, je crois, jusqu'à se faire retirer les ovaires. Pourquoi ? Parce que les résultats sont incertains. Je me demande pourquoi on n'est pas allé sur ce terrain-là. Je peux répondre ? Parce qu'en fait, les interventions chirurgicales sont l'observation qui a été faite, c'est que ce sont pas des examens, sont pas des outils de première intention. C'est-à-dire que ça arrive quand rien ne fonctionne et que ça doit être et souvent. Quand on lit sur les réseaux sociaux, faites-on enlever l'utérus, faites-on enlever les ovaires, ça ira beaucoup mieux. Les patientes doivent avoir avant effectué un parcours où elles ont essayé autre chose. Une chirurgie, c'est dangereux. On parlait tout à l'heure de Célio où il y avait un décès sur 10 000. 100 000 100 000 100 000. 10 000, c'est énorme. Donc il y a un risque. En plus, la chirurgie, même, il y a donc le risque d'anesthésie, il y a les cicatrices qui sont pourvoyeuses d'adhérence. Et puis souvent, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire s'il y a de l'endométriose péritonéale superficielle, par exemple, on ne va pas enlever le péritoine. Donc la chirurgie, c'est réservé à certains types d'atteintes et à un moment du parcours. Et là, ça doit être vraiment fait par des chirurgiens spécialisés. C'est-à-dire qu'on ne s'invente pas chirurgien de l'endométriose. Et souvent, les interventions se font avec un chirurgien gynéco, un urologue, un gastro-entérologue. C'est des équipes, ce sont des équipes de chirurgiens qui prennent en charge ces patientes. Et il faut aller dans des centres experts. Et en plus de ça, il y a des études qui commencent à apparaître sur le fait qu'au bout de 10 ans, 100% des patientes qui sont opérées auront récidivé en fait. Donc il y a des patientes qui vont récidiver au bout de 6 mois, 1 an, et des patientes qui récidivent au bout de 5 et au bout de 10 ans. Voilà. Et bien souvent on dit il faut retirer l'utérus. En fait, aujourd'hui, on en a parlé ce matin des théories de développement de l'endométriose. La théorie selon laquelle l'endométriose vient du reflux du sang par les trompes, elle est pas mal battue en brèche. Donc retirer l'utérus, alors que potentiellement les lésions ne viennent pas de là, ça pose question aussi. Et voilà. Donc du coup, il y a... Voilà. Ça peut être intéressant dans un parcours où il n'y a que de l'adénomiose, où les patientes ont tout essayé, en fait, et il n'y a plus rien qui marche. Donc, ça peut être proposé. Mais c'est quelque chose qui se discute vraiment avec les gynécos. Et les gynéco-experts, les chirurgiens experts ne feront pas une intervention s'ils ne sont pas sûrs des résultats, en leur conscience. Peut-être aussi dire qu'on évolue aussi dans l'approche de la maladie, dans l'infection. On peut prendre l'exemple d'autres maladies chroniques inflammatoires, par exemple sur les missiles, maladie de Crohn, où la tendance dans les années 90-2000 était d'opérer parce qu'on ne savait pas et parce qu'on imaginait qu'il y avait un risque. Maintenant, le recours à la chirurgie est devenu extrêmement faible. On a des traitements et on a effectivement une approche qui est une approche beaucoup plus globale qui permet de réduire ce qui, il y a 20 ans, était opération sur opération, avec une dégradation du confort de vie des patients qui était dramatique. Docteur, vous vouliez peut-être... je voulais juste l'objectif actuellement des équipes spécialisées, c'est de descendre en dessous de 10% des patientes opérées. Et en fait, souvent, donc quand l'opération arrive trop tôt dans le parcours ou qu'elle est proposée par des chirurgiens un peu accro au bistouri, c'est qu'il y a une énorme attente des patientes et que la chute derrière, elle est terrible quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui a été annoncé. Je me permets juste d'apporter quelques nuances, mais ça ira dans le sens de ce que vous dites. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. La célioscopie, par exemple, je veux juste nuancer par rapport au risque, par rapport à la célioscopie. Oui, c'est toujours un risque, tout ce qui est opération chirurgicale, mais je ne trouve pas que ce soit si risqué que ça. Si on prend les accidents de voiture, je ne suis pas sûr qu'on soit au-dessus. Voilà. Mais bien sûr, là, c'est une intervention humaine sur un corps humain, bien sûr, oui. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des célioscopies diagnostiques. Ça, c'est important. Je pense à préciser, parce que l'IRM, parfois, il y a des IRM normales avec des endométrioses actives. Donc la célioscopie peut être un outil de diagnostic. Et déjà, soulager une femme et lui dire « vous souffrez d'endométriose », parfois, avoir le diagnostic, lui dire « c'est dans votre tête, vous êtes folle », entre guillemets.
Donc la cystoscopie, parfois, je dis bien parfois, c'est pas la plupart du temps, peut intervenir dans un cadre diagnostique. Et généralement, dans les cadres où on enlève les utérus, les ovaires, c'est pas un traitement, c'est vraiment des solutions ultimes. Quand on arrive, souvent, c'est des femmes prises en charge dans des situations cataclysmiques ou des grosses hémorragies ou des douleurs vraiment insoutenables ou vraiment la vie, des gens qui font des dépressions qui essayent de mettre fin à leur jour tellement la douleur est importante. Donc, on n'en parle pas trop aujourd'hui de ça parce que je ne pense pas que ce soit le sujet du jour. Hein, parce que je ne pense pas que les chirurgiens veulent opérer. Enfin, je parle des jeunes, hein, peut-être ceux qui opèrent dans les années 50, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, personne n'a envie d'aller juste pour aller faire un tour dans le ventre d'une patiente. Je pense que si on décide d'enlever l'utérus ou les ovaires, c'est que vraiment, il n'y a plus aucune autre option. Après, il y a eu certainement parfois des mains un peu trop rapides, enfin des décisions un peu trop rapides par rapport à la chirurgie. Mais globalement, je me permets d'avoir cet optimisme et cette naïveté, de croire que, en fait, si on va opérer, enlever des organes, c'est que vraiment, on n'a plus le choix, quoi. Enfin, j'espère. Et l'opération, ça peut aussi être juste retirer un kyste, un endométriome, c'est pas forcément retirer un organe. Oui, bien sûr. Oui. Je voulais vous dire que moi, c'est ma kiné qui m'a orientée vers le yoga, qui me fait faire du yoga et qui me fait beaucoup du bien, mais elle me propose de le faire chez moi pour plus de résultats. Le problème, c'est que toute seule, quand j'ai mal, je me recroqueville, que j'ai un peu du mal à bouger et que du coup, le sport collectif, ça m'a beaucoup aidée. Je fais du volley avec la fac depuis toujours et j'en faisais avant au lycée, collège. C'est vraiment ce qui me permet de bouger de chez moi, même quand j'ai mes douleurs. Avant, c'était mes parents qui m'aidaient, qui me faisaient sortir. Mais maintenant que je suis toute seule, que j'habite seule, c'est les copines, c'est les copains qui viennent me chercher. Ils me disent « Viens à l'entraînement, ça te fera du bien ». Alors des fois, j'y arrive pas. Mais les matchs, je me sens un peu obligée parce que j'ai une équipe et je suis responsable. Et du coup, ça me force à y aller. Et je me sens quand même bien, même si j'ai mal un peu sur le terrain. Ça me permet un peu d'oublier, de faire du mouvement. Comme on me dit, il faut vraiment avoir ce mouvement-là. Et pareil, depuis que je suis sortie de ma dépression grâce à la psychologue et à mon médecin généraliste, j'arrive à aller me promener, à aller au bord de mer. On a de la chance d'habiter à Marseille. Et c'est vrai que ce mouvement-là, il me fait beaucoup de bien, je pense, rien qu'au moral, le fait de bouger, de faire des choses et de ne pas rester chez moi à regarder des séries, chauffer ma bouillotte, même si ça fait beaucoup de bien aussi. Mais du coup, le sport aide beaucoup et le sport en collectif, aide pour ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle ou sur Internet? Madame. On parle de gestion de douleur. J'ai du mal à imaginer vraiment de gérer correctement ma douleur si j'ai pas un énorme budget, hormis la kinésithérapie qui est remboursée. Je ne vois pas comment, dans le même mois, aller voir une psychologue, aller, je sais pas, faire une séance d'ostéopathie. Je vois pas comment c'est possible. Donc j'ai bien compris que c'était très mal remboursé, très mal reconnu. Mais comment faire pour pallier à ça et quand même arriver à gérer la douleur sans devoir consulter tous ces professionnels Alors déjà, il y a des ressources gratuites sur YouTube. Quand on cherche un peu, il y a des séances de yoga qui sont très bien faites, qui sont gratuites, par exemple. Donc ça permet de voilà. Le suivi avec un algologue, qui est du coup pris en charge par la Sécurité sociale, permet de bénéficier d'un appareil de neurostimulation électrique transcutanée qui est pris en charge par la Sécu. Donc ça, c'est un autre moyen de gérer sa douleur, du coup, à moindre frais. Quand on écoute certains podcasts, il y a plein de pistes de sophrologie, de méditation, qui sont des moyens aussi de gérer la douleur de manière gratuite, en fait. Alors ça demande un peu d'investissement parce qu'il faut chercher, mais en fait il y a pas mal de pistes. Après il y a tout ce qui va être huile essentielle, tout ça qui peuvent aider. Alors tout ne fonctionne pas sur tout le monde, il faut essayer, mais c'est des budgets qui sont un peu moins chers, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Voilà, enfin, il y a pas mal. Après, je peux en parler pendant des heures. Des outils qu'on peut mobiliser qui sont moins chers que d'aller forcément 3 fois chez l'ostéo et tout ça. Mais il y a des pistes en tout cas, des choses gratuites et des choses à moindre frais. Sur les plantes, faut faire attention parce que pour le coup, il y a beaucoup de marketing autour des plantes pour l'endométriose. Il y a des tisanes qui sont vendues extrêmement chères. Alors, c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce très facilement. Typiquement, moi, je sais que ce qui marche très bien pour moi, c'est les feuilles de framboisier. En fait, dans le jardin participatif en bas de chez moi, il y avait des framboisiers
Et une fois qu'ils ont récolté les framboises, j'ai pris les feuilles et c'était gratuit, quoi. Enfin, y a des façons de se procurer des plantes qui aident, qui ne sont pas les plantes très chères de l'Internet, quoi. Après, j'ai pas envie de faire le réseau de mauvais augures, mais les centres antidouleurs, malheureusement, moi j'ai beaucoup de patients des patientes surtout qui ont des problématiques de douleur. Quand je les envoie au centre antidouleur, ils me disent 12 mois d'attente. Donc c'est sûr, ils me disent j'ai le temps de clamser 3 fois, quoi. Du coup, je comprends, hein, c'est extrêmement difficile. Les ressources, bien sûr, il y a des ressources gratuites, il y a des ressources remboursées, mais qui sont sursollicitées, malheureusement. Donc voilà. Je ne veux pas détourner le sujet, mais il y a peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je glisse un peu, une problématique politique, où il faudrait peut-être arrêter de démanteler l'hôpital et nous laisser des moyens, quoi. On n'a pas parlé, mais on pourra, et ça pourra faire l'objet d'autres débats à venir, sur l'inscription de l'endométriose sur la liste des ALD, des affections longue durée, avec beaucoup de questions qui se posent aussi derrière, qui est un vrai changement même de société, puisque depuis ce matin, on parle de santé de la femme. Est-ce qu'il y a une prise en charge à 100%, ce qui n'est pas actuellement totalement le cas. On est sur une autre liste ALD. Ça pose pas mal de questions, de débats de société derrière. Il y a des ressources. J'en profite aussi parce que je parle d'ALD, de remboursement à 100%. Il faut quand même rappeler, je vais prendre l'autre casquette, l'importance dans ce pays, la chance qu'on a d'avoir des soins de qualité, malgré les moyens qui sont mis à disposition. Mais derrière, vous avez aussi des complémentaires santé. On a des acteurs, aujourd'hui, c'en est la preuve, ce sont des mutuelles qui organisent cette journée-là pour sensibiliser, prévenir. Et bien souvent, dans les mutuelles, dans les garanties, quand vous en avez une, vous regardez, vous avez un certain nombre d'actes non remboursés par la Sécu qui peuvent l'être par votre mutuelle. Il faut s'y intéresser. Généralement, on s'y intéresse toujours un petit peu trop tard, c'est-à-dire quand ça ne va pas. Il faut regarder, vous avez des forfaits, vous avez des choses. Vous avez encore, et encore plus chez les jeunes, on monte à 20% de la population jeune, c'est-à-dire du 18-25, qui n'est pas couvert par une complémentaire santé. On l'était par celle de papa-maman, elle n'est peut-être pas adaptée, on s'en écarte. Puis à un certain moment, s'il n'y a pas d'employeur derrière, on n'a pas de mutuelle, et puis c'est pas grave. Derrière, il y a une vraie pratique, c'est sur ce genre de pathologie où on va avoir, on le dit depuis ce matin, un recours à beaucoup de professionnels de santé au sens très large. Avoir une complémentaire santé, c'est aussi pouvoir retourner dans un schéma de prise en charge. Et ça, c'est très important. Par rapport aux sous, c'est juste, du coup j'en parle parce que c'est pas cher. Je vais proposer mes cours de yoga à prix libre, en visio. Si ça vous intéresse, c'est une option aussi. Et puis ce qui est intéressant avec les programmes d'éducation thérapeutique aussi, c'est qu'on peut apprendre, on peut acquérir des outils en automassage, en auto-étirement, ou les kinés aussi peuvent le faire. Parce que le but des professionnels aussi, c'est aussi de donner de l'autonomie aux patientes. On ne peut pas être tout le temps dépendant d'un thérapeute. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. On a plein d'autres choses à faire. Mais avoir des outils, se dire quand j'ai mal, j'ai appris à me masser, je connais les huiles essentielles que je peux utiliser, je connais les tisanes que je peux utiliser, j'ai appris quelques étirements que je peux pratiquer, j'ai appris comment les pratiquer. Parce que c'est pareil, un étirement, si un étirement c'est se tirer dessus jusqu'à en disant faut que ça lâche, ça ne marche pas. Là, l'idée, c'est de rechercher du relâchement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être enseigné par les kinés ou par les ostéos, hein, ou dans les programmes d'éducation thérapeutique. Les programmes d'éducation thérapeutique sont gratuits. Alors, dans certaines villes, il y a un peu d'attente. Mais là où en effet, pour les centres de douleur, il y a de l'attente, etc. Mais en fait, si on ne s'inscrit pas maintenant et qu'on se dit qu'il y a trop... En fait, 12 mois, ça passe hyper vite. Même si on a très mal, etc., il faut s'inscrire. Et on s'inscrit, on a le temps finalement d'un truc à l'autre va passer et on aura le rendez-vous. Alors certes, c'est long, on a mal, je l'ai vécu, mais on a le temps de mettre... Oui, il y a des désistements, mais voilà. Et donc, les programmes d'éducation thérapeutique sont gratuits, on apprend pas mal de choses. C'est très pertinent ce que vous dites, c'est très important. C'est vrai, il ne faut pas être découragé par les délais. Parce que moi, j'ai plein de gens, ils me disent ouais, j'ai pas pris le kiné parce qu'ils m'ont dit 2 mois. Oui, mais là, ça fait déjà 6 semaines. Dans 2 semaines, c'était bon. Voilà, c'est ça le truc. Faut vraiment pas se décourager. Il faut s'accrocher. Ce que madame est aussi dit est très important et on doit aussi, nous tous, acteurs de notre côté, l'entendre, c'est qu'on donne des pistes, des solutions, mais derrière, il y a l'habitude, le frein de se dire c'est cher, c'est dur dans le temps, c'est compliqué parfois de passer la porte d'un psychologue, c'est compliqué même d'en parler dans l'intime. Il faut aussi, nous, qu'on entende le côté de ce parcours de soins le construire seul, il est dur. Si je me mets le filtre de je vais devoir payer à un certain moment,
Voilà, on doit aussi le comprendre. Et vous avez raison, les acteurs publics aussi, hein, puisqu'à un moment, ça doit aussi être de la responsabilité globale sociétale, donc aussi de l'État. Nous avons une question de madame au premier rang. Oui, vous parliez d'ALD, que ce n'était pas encore acté, qu'il n'y avait rien concernant l'endométriose. Si ça venait à exister, comment on ne sait pas tabler la douleur, comment on pourrait dire vous y avez droit, d'autres n'y ont pas droit, comme par exemple la fibromyalgie. C'est pareil, c'est une maladie qui est invalidante mais qui ne se voit pas. Et certains ont une incapacité, d'autres non. Sur quoi vous pensez qu'on pourrait se baser pour avoir droit ? Là, je vais bien être en peine pour répondre, parce qu'on va dire que c'est le rôle du législateur, hein, directement, de ses équipes, de travailler là-dessus. Alors, l'ALD existe, c'est une ALD 31. Il faut monter un dossier avec le médecin généraliste. Il ne faut pas hésiter à tout décrire ce que tous les signes, toutes les douleurs, toutes les conséquences sur la vie. C'est un dossier qui se monte avec le médecin généraliste. C'est à la discrétion des caisses primaires d'assurance maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas égal en France. Il y a des CPM où il y a des ALD, d'autres où il n'y a pas d'ALD, mais il faut faire des recours. Endo-France avait fait une étude en 2020, c'est sur leur site. Il y a tous les chiffres sur les ALD, et là il y a de plus en plus de patientes qui demandent. Et si vous avez, et surtout s'il y a une autre pathologie chronique, il ne faut pas hésiter à la mettre, parce que ça c'est pris en compte aussi. Il peut y avoir des cumuls d'ALD. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire en fait sur les ALD. ALD 31, ça veut dire que c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il y a des maladies comme le diabète qui sont automatiques, mais pour l'endométriose, il faut faire un dossier, c'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé, il n'y a pas d'attribution automatique. On cherche sur internet ALD, et on voit un peu. Alors, il faut aller voir le médecin généraliste. En fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas formés. En fait, le problème, juste pour expliquer, pour préciser un peu de choses, c'est vraiment le cœur de mon métier là, pour le coup, vraiment. Je fais ça tous les jours. En fait, si on veut une ALD hors liste, en fait, en gros, c'est comme aller au tribunal et convaincre le juge, en fait. Et en fonction du juge, il y a des réputations. Ce juge est plus sympa qu'un autre. Et du coup, c'est pas bon, en fait. Ça invalide cette maladie. Pourquoi le diabète de type 2, pour des gens qui sont en surpoids ou qui ont des problématiques génétiques par rapport à leur pancréas, alors que le diabète est simplement traité avec un cachet qui s'appelle la metformine qui coûte 50 centimes. Et ils sont quand même en ALD. Alors, non, en fait, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le diabète de type 2, normalement, est pris en charge quand c'est coûteux. C'est une maladie coûteuse, qui coûte cher, qui est invalidante et qui est chronique. C'est ça, en fait, une ALD. C'est le cas de l'endométriose. Et pourtant, le diabète de type 2, il y a plein de gens qui sont en ALD diabète de type 2, c'est pas coûteux, ça coûte 50 centimes par jour, et qui peuvent travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de nuances, même parmi les médecins généralistes, qui ne sont pas bien saisies. Donc c'est très important, je pense, que l'endométriose aujourd'hui soit considérée comme une ALD. Mais comme le diabète, comme j'ai des patients qui ont un diabète de type 2, je leur dis ça ne relève pas d'une ALD, même si c'est un diabète. Parce qu'il n'y a pas des gros frais de déplacement, il n'y a pas un suivi spécialisé chez l'endocrino à 30 km qui nécessiterait un bon transport. Vous êtes en état de vous déplacer, etc. Donc c'est pas blanc ou noir en fait. On peut avoir une maladie qui peut avoir accès à une ALD, mais qui ne nécessite pas une ALD. Parce que dans l'évolution de la maladie, à un temps donné, on n'a pas besoin de l'ALD. Pour vous prendre juste les termes de l'assurance maladie, je les ai devant moi. La manière dont on reconnaît en ALD plus l'endométriose, ALD 31, la patiente doit souffrir d'une forme grave, sans explication, d'endométriose dont le traitement doit être d'une durée prévisible supérieure à 6 mois. C'est rigolo, et particulièrement coûteux. Qu'est-ce que ça veut dire forme grave ? Est-ce que ça veut dire très symptomatique ou est-ce que ça veut dire des lésions très développées ? J'ai une patiente qui a une colectomie. Elle vit avec une poche parce qu'elle a eu plein de nodules sur son côlon. On m'a refusé l'ALD. Alors qu'elle a des changements, des soins infirmiers qui coûtent beaucoup d'argent, du matériel. C'est grave quand même quand on vit avec une poche enfin voilà, donc
c'est toujours à la discrétion de la Sécu, et c'est ça le problème avec les ALD 31. On ne trouve pas de traitement forcément adapté à l'endométriose. On va vous donner, comme on disait ce matin, une plaquette ou un cachet. Moi, on m'a donné un nouveau traitement et on m'a dit on verra si ça fait effet, mais c'est un traitement qui est remboursé. Donc du coup, je rentre pas en ligne de compte mais si on me trouvait même un traitement qui soit beaucoup plus cher, faudrait déjà le trouver, puisque apparemment on n'arrive pas à trouver quelque chose qui puisse vraiment aider dans les symptômes à mieux vivre. Il y a la kiné dans ce qui est considéré comme un coût qui rentre dans la LD. Moi je fais le dossier, c'était kiné TENS. C'est pas beaucoup de frais, mais ça. Kiné comment? Et le TENS, c'est l'appareil dont parlait Bertie. Des électrodes. Oui, parce qu'on m'en a parlé effectivement. Ma kiné, elle m'a dit, moi, elle le fait, je crois. C'est super le TENS. C'est super. Et c'est très peu connu. C'est important d'en parler. Après, pour les ALD, vous pouvez vous faire accompagner par l'association Justice Endométriose. Il faut une reconnaissance sociale. Hein. Il faut vraiment, comme le congé menstruel aujourd'hui, et j'ai entendu des politiques dire que non, il ne faut pas mettre le congé menstruel parce qu'il y aura des abus. Bien sûr, il y aura toujours des abus de partout, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas punir 90% de la population parce qu'il y en a 10 qui ne respectent pas les règles. Mais bon, c'est un autre sujet, encore une fois. Monsieur, et on a une autre question après derrière au fond. Alors, ce n'est pas une question, c'est peut-être une précision. J'en parlais tout à l'heure dehors, je ne sais plus à qui. Comme on était dans les demandes, effectivement, il y a les complémentaires santé, plutôt les mutuelles, puisque la plupart des mutuelles ont aussi des fonds d'entraide mutualistes pour se faire rembourser des frais qui ne sont pas inclus dans les garanties et qui viennent répondre à des situations difficiles, ponctuelles. Et donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à aller faire des demandes. C'est des fonds d'entraide qui existent, je crois, dans toutes les mutuelles et qui sont très peu sollicités dans la plupart. Alors, je parle de mutuelle, pas d'assurance, puisque si vous avez une complémentaire santé auprès d'une compagnie d'assurance, là-dessus, je doute que ça soit efficace. Par contre, si vous allez voir une mutuelle dont vous êtes adhérente, n'hésitez pas à faire des dossiers parce qu'il n'y en a pas beaucoup et effectivement, ça peut être pris en charge. Exactement. Il y a une question au fond à droite, là-bas, je pense. Excusez-moi, c'est pour revenir sur la LD 31, justement. Étant aussi atteinte d'une endométriose profonde avec atteinte digestive, et j'ai eu moi-même donc la fameuse poche, puisqu'il a fallu couper le côlon. Je voudrais savoir, en fait, quand vous faites la demande, moi je ne l'ai même pas faite, hein, je l'avoue, pourtant ça fait 10 ans que je souffre de ça. Quel est l'avantage vraiment financier, finalement, parce que c'est financier, hein, cette demande. Parce que quand je demande, quand je propose au médecin en disant que j'ai une attestation de 100%, on me prend quand même le dépassement. Il y a beaucoup de médecins qui refusent, gynécologues, qui refusent l'ALD. Donc je ne fais même pas la demande, je n'ai pas le temps de faire un dossier qui ne me servira pas à grand-chose. Donc quels sont vraiment les avantages de cette ALD? Est-ce que vous pourriez nous aider? Vous parlez de praticiens en secteur 2 ou en secteur 3? Alors là, vous m'en demandez trop, je n'ai pas vérifié. Ouais, les praticiens secteur 3, ils ne sont pas conventionnés avec la Sécu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien signé. Par exemple, moi, je suis conventionné secteur 1. C'est-à-dire que je signe une convention avec la Sécurité sociale qui m'oblige, hein, entre guillemets, à faire le tiers payant s'il est demandé. D'accord ? Si quelqu'un qui est en CMU, par exemple, je ne peux pas faire payer quelqu'un qui a une complémentaire santé solidaire. Quelqu'un qui est en ALD, je dois absolument appliquer le tiers payant quand la consultation est en lien avec le 100%. Donc normalement, il faut vérifier le secteur du médecin. Exactement. Donc non seulement vous avez... vous voyez, c'est un peu... Il y a beaucoup de nuances, c'est très difficile, c'est très intriqué comme système. Ouais. Parce qu'en fait, vous trouvez un médecin qui a une bonne réputation, qui a pignon sur rue et qui a l'air très compétent dans le domaine, et finalement, avec votre ALD, on vous regarde en vous disant, mais vous, c'est pas le bon secteur, changez de médecin. Ah oui, souvent les secteurs 3, oui, ils allument les consultes, mais parce qu'en même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce que justement, ils ont beaucoup de frais. Enfin, je ne m'érige pas en avocat du diable, mais justement, ils n'ont pas l'aide de la Sécu, ils n'ont pas ce qu'on appelle des ROSP, donc des rémunérations sur objectifs santé publique. C'est pas pareil, quoi. Oui, ils sont dans la concurrence du marché, voilà. Donc forcément, un médecin ou n'importe quel spécialiste en secteur 3 va mettre des prix autour de 80, 100 € non remboursés. C'est ça. Et du coup, ça crée une médecine à deux vitesses, et donc c'est que les riches qui se soignent, quoi. C'est ça. Donc c'est problématique. L'ETP, c'est comme l'éducation thérapeutique du patient, c'est une forme d'éducation populaire. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le sujet. Non, mais c'est pour savoir en fait vraiment quel était l'avantage de monter un dossier qui est lourd, qui demande beaucoup de certificats, beaucoup de rendez-vous, où vous devez envoyer tous les résultats de vos examens pour bien prouver que vous êtes bien malade.
pour au résultat, finalement, vous trouvez avec des dépassements si vous n'allez pas chez le médecin qui est conventionné secteur 1, secteur 2, alors qu'on vous a dit que c'était un très bon médecin pour votre maladie. Ouais, vous avez l'impression de quémander, en fait. Et c'est ça qui est difficile. Non seulement on quémande justement pour nos soins, kinés, psychologues, parce qu'il faut justifier que c'est un trauma pour les gens qui acceptent de se faire opérer, parce que j'en fais partie. Parce que je trouve que financièrement, ça devient pour nous, c'est-à-dire non seulement on est malade, on a du mal à être reconnu, on a une ALD, mais pas comme tout le monde, et en plus, on doit choisir un médecin qui accepte d'être secteur 1, parce que secteur 3, même s'il est très compétent, il va nous demander 100 € de dépassement. C'est incroyable. Parmi les autres avantages, en tout cas être reconnu en ALD, puisque logiquement c'est la prise en charge à 100% des frais de santé sur un secteur conventionné, en soi c'est aussi, si je ne dis pas de bêtises, le fait, je me retourne sur les spécialistes, le fait de ne pas avoir de jours de carence lors d'arrêt maladie, ce qui sur ce type de pathologie est extrêmement important. Les indemnités journalières et les carences que vous pouvez avoir professionnellement, effectivement, sauteraient en cas d'ALD. Au bout du deuxième arrêt, je crois. D'autant plus sur les maladies cycliques liées aux règles, parce qu'une femme qui est invalidée sur son cycle 3 jours par mois... Quand c'est que 3 jours, parce que... Oui, non, au minimum. Voilà, mais donc ces carences-là rentrent complètement. Et si, par exemple, on fait une crise, plusieurs crises sur un mois ou sur 2, la perte à gagner sur le salaire est colossale, en fait. Donc, il y a une reconnaissance, je pense, sociale. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un film sur ce sujet et voilà, j'essaye de le diffuser au maximum. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet, encore une fois.